J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à replonger dans cette aventure bouleversante qui est The Last of Us Partie 2, d'une manière complètement inédite? Alors asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Ce que je vous propose n'est ni une critique ni un simple résumé de l'univers. C'est mon parcours de joueur livré comme si j'étais là, à côté de vous, en train de refaire le chemin pas à pas. Je vais dérouler l'histoire du jeu en temps réel, avec mes réactions, mes émotions, mes questionnements. Vous allez littéralement revivre ces moments avec moi. Et à certains moments, je ferai peut-être même un petit peu d'analyse. Alors prévoyez-vous quelques mouchoirs à boire et à manger. Et laissez-moi vous embarquer dans mon récit de The Last of Us Partie 2. I have to finish it. There's a cost. Ça faisait déjà quelques années depuis le premier jeu, et Joel et Ellie se sont apparemment construit une vie dans la communauté Tommy. L'ouverture est étonnamment paisible. Et pourtant, la voix de Joel revient sur le mensonge qu'il a raconté à Ellie. À la fin du dernier jeu. Il explique clairement pourquoi Ellie n'est pas dans un hôpital des Lucioles à sauver le monde. À la fin du premier opus, je savais que ce mensonge serait la pierre angulaire de la suite. Et puis on est arrivé. On a trouvé les Lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joel. Qu'est-ce que t'as foutu? Je l'ai sauvé. Joel ne semble pas regretter son acte, pourtant l'émotion qu'il transmet à cet instant précis est suffisamment forte pour que je comprenne que cette décision changerait absolument tout entre lui et sa fille de substitution. Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi? Elle a jamais dit le contraire. D'ailleurs, la dernière phrase de Joel dans cette cinématique est illustrée avec la suivante. Salut. Salut. Tu voulais quelque chose? Rien de spécial. Sur le moment, je me sens assez triste devant cette scène. Pourtant, je viens tout juste de retrouver mes deux compagnons d'infortune préférés. Mais le fait qu'Ellie n'ait jamais contredit Joel sur la véracité de ses propos ne veut pas dire qu'elle n'a jamais douté. Ici, je me rends compte que Joel est dans le déni, qu'il y a désormais un gouffre immense qui les sépare. Et pourtant, la réaction d'Ellie écoutant Joel chanter Future's Day m'a fait ressentir une petite pointe d'espoir. Eh ben... c'était pas si mal. Ce petit prologue paisible à Jackson m'a fait baisser la garde, en me disant que peut-être enfin ces personnages allaient pouvoir avoir une vie un peu normale. Bon, je savais que ça ne serait pas le cas, mais vous savez ce qu'on dit. Même si je dois bien admettre que c'était un espoir sacrément naïf. Ensuite, on fait un bond d'environ 4 ans. Je me réveille dans la peau d'Ellie, 19 ans à Jackson. Elle vit une vie d'ado, autant que possible dans un monde post-apo. Apparemment, elle craquerait pour sa meilleure amie Dina, et les ragots de la veille laissent entendre qu'Ellie et Dina se sont embrassés pendant une danse. Il y aurait eu aussi une embrouille avec un gros beauf nommé Seth, et apparemment, Joel est intervenu pour défendre l'honneur d'Ellie, ce qui l'a embarrassé. Tout va bien, Ellie? C'est quoi ton problème? Il avait pas le droit. Parce que toi si? J'ai pas besoin de ton aide, Joël. D'accord. Le lendemain matin, elle a une conversation mignonne et un peu gênante avec Dina à propos de leur baiser. Salut, salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé.
J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourré, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Pendant un moment, je peux juste être Ellie et traîner à Jackson. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait du bien. Vous savez, c'est ce genre de moment où le calme devient tellement précieux que l'espace d'un instant, on se surprend presque à ne plus vouloir que ça s'arrête. C'est apaisant et pourtant, je sais à quoi m'attendre. J'ai cette sensation que le jeu me donne beaucoup d'un coup. Et je sais qu'il va finir par me le reprendre. Très vite, la perspective bascule et d'un coup, je contrôle un nouveau personnage nommé Abby dans la nature enneigée à l'extérieur de Jackson. Alors attendez, et qui est cette femme musclée qui m'a l'air bien déterminée? J'en sais foutrement rien et au début, je pense honnêtement, bon bah elle est où Ellie et c'est qui ça? Pourquoi est-ce que je la joue? Et j'ai pas trop le temps de me poser des questions parce qu'Abby est dans le froid avec son ami Owen en train de discuter et d'observer Jackson de loin. Elle a clairement une mission et ils disent qu'ils cherchent quelqu'un en ville. Owen essaie de la prévenir que s'en prendre à cette personne mystérieuse est dangereux et que leur groupe pourrait faire demi-tour. Mais Abby, elle est obsédée, elle insiste pour continuer même si elle doit le faire seule. J'étais intrigué et carrément anxieux. Ce n'est pas dit clairement mais le sous-entendu est frappant. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? Faut pas vraiment être un génie pour comprendre qu'il s'agit de notre Joël national. Pendant ce temps, l'amourette de notre protagoniste en herbe continue, au profit d'une tempête de neige qui force les deux acolytes à se cloîtrer dans une bibliothèque, où Ellie et Dina découvrent un sous-sol où la paix règne en maître, et c'est vraiment à prendre au sens littéral pour le coup. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séché. Bon, évidemment, je me suis surpris à sourire devant l'innocence de cette scène. C'est taquin, bien amené, tout juste dans la continuité de l'introduction à Jackson. Ça sonne terriblement juste. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant complètement nul à chier, et 10 étant à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça? À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6. Oh, 6, c'est déjà pas mal. ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6. Mais le truc que je me dis à ce moment, c'est que ça commence vraiment à faire beaucoup de scènes cool. Alors la tendresse de l'instant laisse un peu place à la méfiance. Je veux dire par là que j'ai joué au premier jeu et je sais que le calme ne dure jamais longtemps. Alors je dois bien avouer qu'à cet instant précis, je me fiche pas mal qu'Ellie fasse mieux qu'un 6. Je veux juste plus de réponses concernant Abby. Et j'ai bien quelques idées, mais aucune réponse pour l'instant. Alors je m'accroche à ma manette. Ma curiosité risque d'imploser si je n'avance pas vite pour connaître la suite. Et étonnamment, peu après, la trajectoire d'Abby croise celle de Joël et Tommy. Littéralement par accident. Abby se retrouve coincée au milieu d'une horde d'infectés, et cruel coup du sort, ce sont Joël et Tommy qui lui sauvent la vie. Ils finissent par échanger leurs noms. Moi, c'est Tommy. Lui, c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? J'ai détesté Joël à ce moment-là. Je veux dire, c'est un survivant depuis maintenant plusieurs décennies. C'est une erreur vraiment grossière que de donner son nom. Surtout, vu tout ce qu'il a fait pour arriver à ses fins. Mais il faut croire que la vie à Jackson l'a changé. Et c'est une évidence que le secret qu'il cache à Ellie a influencé son évolution. Et qu'il n'est plus celui que nous connaissions. Je commence un peu à deviner la suite, mais à l'instar de Joël, je suis carrément dans le déni à ce moment-là. Surtout que je n'imaginais pas que ça irait aussi loin. Sans hésiter, Abby tire sur Joël dans la jambe avec un fusil à pompe et lui pulvérise le genou. Et c'est là que l'horreur commence. Ellie arrive juste à temps pour voir le cauchemar se dérouler. Franchement, je pensais arriver faire un carnage monumental. J'étais un peu aveuglé par l'amour que je porte à Joël.
Pourtant, la désillusion de ce qui se passe après, c'est... comment dire... Coincez-la! Lâchez-moi! Vite, ses mains! Lâchez-moi, putain! Ah! Salope! Arrête! Hey, arrête, ça suffit! Ok! Lâchez-moi! Ah! Toi, je vais te crever! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-la! C'est qui ça? Elle s'est infiltrée! Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait! Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël, lève-toi. Joël, lève-toi, putain. Pitié, fais pas ça. Pitié, non, fais pas ça. Joël, allez, lève-toi. Va au diable. Je te fais pitié. Je vais vous buter. Cette scène, je ne peux pas décrire avec exactitude ce que j'ai ressenti, mais à la fois c'était la première fois que j'étais aussi émotionnellement investi devant une scène dans un de mes jeux. Qu'il s'agisse de personnages fictifs ou non, le sentiment de vengeance dans mon cœur de joueur, lui, était bien réel. Mort ou vif, j'aurais sa peau, c'était une évidence absolue. À ce moment précis, je ne voulais rien d'autre que traquer Abby pour ce qu'elle avait fait. Je ne faisais qu'un avec les sentiments d'Ellie, et je me suis dit que c'était à la fois cruel et terriblement audacieux de la part des développeurs. Le truc, c'est que la seule chose que je pouvais faire pour que ce sentiment désagréable disparaisse enfin, c'était de me lancer dans l'aventure qui m'attendait. Naughty Dog avait à cet instant précis toute mon attention. Ma motivation était clairement sans égale. Et avec un peu de recul aujourd'hui, je suis prêt à parier qu'il existe à cet instant précis deux catégories de joueurs. La première qui accepte à contre-cœur ce choix scénaristique mais qui se retrouve galvanisé par un sentiment très rare dans un jeu solo et continue sans réfléchir l'aventure pour se venger de cet affront infâme d'avoir détruit l'espoir d'une vie meilleure pour l'une des plus belles relations du jeu vidéo. De l'autre côté, des joueurs qui éteignent le jeu et ne le relancent plus jamais, maudissant à jamais le choix de tuer le vestige d'un souvenir exceptionnel de notre vie de gamer. Joël était parti, et avec lui toute la sensation de sécurité qu'il apportait, pour laisser place à une cruauté que je n'aurais jamais imaginée. J'avance avec elle jusqu'aux marches couvertes de fleurs et de cartes déposées en hommage à Joël. Je prends une inspiration et je la regarde pousser la porte. Viens. Je vais t'attendre ici. Merci. Dès l'instant où j'entre dans la maison, le sentiment est étrange, presque intime. À ce moment précis, ce n'est plus juste une maison dans un jeu vidéo. Il y a quelque chose dans l'air, la lumière, la façon dont elle tombe sur les murs. Le silence aussi. Tout est pesant. Tout comme la démarche de notre protagoniste qui est d'une éloquence désarmante. Chaque pas est lent, lourd, comme si le sol refusait de la laisser avancer. Et ce simple bruit me donne la sensation d'être de trop. Comme si je dérangeais dans un endroit qui devait rester figé à jamais. Cette séquence, c'est l'illustration parfaite de l'attention portée aux détails. Rien n'est là pour faire joli. Chaque objet, chaque recoin raconte Joël sans qu'il ne soit présent. Et la voir s'imprégner de son odeur à travers sa veste. C'est vraiment pour m'abattre. C'est un geste simple, presque banal, mais il me met une claque parce qu'il raconte en silence l'absence, le manque, le fait qu'elle cherche encore quelque chose auquel s'accrocher.
Puis j'ouvre la boîte sur le lit avec une sorte de respect instinctif. La montre brisée, celle offerte par Sarah est là, et pendant une seconde j'ai l'impression que le jeu me force à toucher quelque chose de sacré. Juste en dessous, je récupère le pistolet de Joel, et là je sens ma tristesse se transformer en autre chose, un truc plus froid, plus direct. Je me dis qu'il serait parfait pour m'occuper d'Abby, et que la symbolique serait plutôt cool. Les vestiges de sa chambre m'appellent, j'ai envie de prendre mon temps, de tout regarder comme si j'avais la chance de faire mon deuil, en m'imprégnant des derniers morceaux de lui qui restent ici. Comme si en observant assez longtemps, je pouvais Tout va retarder bien ? le moment où je devais sortir, et accepter que c'est réel. Ça fait aucun doute que Maria aurait tout fait pour m'empêcher de partir, mais manque de chance pour elle, Tommy l'a devancée en partant en solo. Alors son seul espoir de retrouver son homme, c'est de me laisser le rejoindre. Et à ce moment-là, que ça l'arrange ou non, ça m'est complètement égal. Je me serais bien passé de sa permission de toute façon, mais au moins je pars avec un minimum de ravitaillement, pour ce qui s'annonce être une quête horriblement exceptionnelle. Un chasseur le maintenait comme ça, pour le noyer. Et... Joël pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur? J'ai même pas réfléchi. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge? 14 ans. Ellie et Dina arrivent aux abords d'un Seattle en ruine, c'est envahi par la végétation et surtout d'une beauté à couper le souffle. Pourtant, je vais très vite me rendre compte qu'elles ne viennent pas découvrir Seattle, elles viennent la traverser comme on traverse une plaie ouverte. Leur objectif immédiat est simple, presque banal, trouver de l'essence, une carte, un moyen d'atteindre ce qu'elles pensent être la base du WLF. Sauf que cette banalité, elle est trompeuse, parce que chaque petit pas les rapproche d'un endroit où elles vont finir par s'abîmer. Ainsi, le décor est posé. Ce voyage n'est pas une mission, c'est une obsession. Et tout ce qui va suivre, c'est le prix de cette obsession. Spoiler, je n'étais définitivement pas prêt pour la suite. Par contre, j'ai moi aussi des regrets pour le début de mon aventure à Seattle. J'étais un peu trop aveuglé par la quête principale de retrouver Abby, au point de passer à côté de scènes tout bonnement magiques que tout le monde doit déjà avoir vues, sauf moi. Puis elles reprennent la route et l'enquête commence à s'écrire toute seule. À l'hôtel Cerevena, elles trouvent des WLF morts et surtout un détail qui change tout. Un homme du WLF, Nick, est ligoté. Ce n'est pas juste un massacre, c'est une signature. Alors ce qui est cool à partir de là, c'est que ça me rappelle un peu mon enfance, c'est-à-dire que je faisais des puzzles, sauf que là, les pièces de puzzle, j'ai l'impression que c'est juste des cadavres. Et là, le jeu fait ce qu'il fait de mieux avec moi, il m'offre un petit espoir et moi, naïf comme je suis, je tombe dedans. C'est un coup de Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Et ce qui vient briser ce petit espoir, c'est l'embuscade. Les filles tombent dans un piège et tout s'accélère. Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés? J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il y en a combien avec vous? Juste vous deux? Tu m'arrêteras pas. Jordan? T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson? Ouais? Cette fille était là. Quoi? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Wow, attends, fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler, qu'elle nous dise ce qu'elle Mais sait. je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une Non, embuscade, savoir Mike. combien ils sont, on les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même Maintenant, 2 tu secondes. dégages et tu putain. me laisses faire mon boulot. Tu peux pas...
T'aurais dû partir ici. Gina! Enfoiré! Ok, tout se passe vite, brutalement, sans place pour la nuance. Autant vous dire que j'étais bien crispé sur ma manette à ce moment-là. Ellie et moi, on est plus simplement dans une logique de survie. À partir du moment où les développeurs ont eu l'audace de m'arracher Joel, j'ai compris une chose, plus personne n'est intouchable. Alors forcément, chaque scène d'action me met sous tension, à un niveau presque absurde. Et ce qui rend tout ça encore plus violent, c'est le soin apporté à la mise en scène, les expressions faciales, les silences, le regard, la façon dont une scène s'installe. Tout est tellement précis que le moindre détail, quand je prends la peine de l'observer, me percute de plein fouet. Même des moments qui, sur le papier, pourraient ressembler à une scène de plus, deviennent ici des coups qui restent. Ça m'atteint plus que je n'avais encore jamais été devant des scènes qui, pourtant en apparence, peuvent ressembler à beaucoup d'autres dans les jeux vidéo. J'ai le ressenti qu'Ellie est dans une logique de réponse. Chaque attaque devient une justification. Chaque mort devient un cran de plus sur une échelle où elle s'autorise absolument tout. Et puis vient la séquence du métro. Un masque se brise, les spores entrent dans la conversation. Dina panique, Ellie, elle, révèle son immunité. Quoi? Non! Mélina! Arrête! Je suis pas infectée! Je suis immunisée! Je tousse pas, regarde! Merde. Dina! Tu peux courir? Ouais. Oui! Alors, vas-y! Fonce! Autant vous dire que je fais clairement partie de cette catégorie de personnes qui ont du mal à garder des secrets, surtout quand ils sont aussi cool qu'une immunité à la fin des temps. Alors sur le moment, j'étais presque satisfait que Dina soit forcée d'être dans la confidence. Si ça ne tenait qu'à moi, ça ferait un moment qu'elle serait déjà au courant. Bon, je sais, j'aurais probablement pas survécu longtemps dans ce monde, mais au moins j'aurais été honnête. Et finalement, pour conclure à tout ça, le théâtre devient leur base, leur refuge, un endroit où elles essaient de respirer un peu. Et c'est là que Dina révèle sa grossesse. Je crois que je suis enceinte. Alors c'est un moment clé et c'est là où je déteste encore plus les développeurs, c'est qu'ils viennent littéralement rajouter la vie et l'avenir dans une histoire qui ne voulait à l'origine parler que de mort. Et je vais pas vous mentir, l'arrivée à ce théâtre ça me fait vraiment du bien, et je vois Ellie gratter quelques notes et d'un coup le monde bascule, comme si la corde qu'elle pinçait tirait sur un souvenir. Retour en arrière pour son 16e anniversaire. Ellie s'exerce encore à la guitare. Elle galère, elle se juge, et Joel calme lui explique qu'il faut se faire des callosités, que ça vient avec le temps. Puis il lui dit de la suivre, parce qu'il a un truc pour elle. Faut savoir qu'à l'origine j'ai horreur des flashbacks, mais The Last of Us m'a définitivement réconcilié avec le concept. Il marche dehors dans le Wyoming, dans une ambiance de camping. Ellie essaie de deviner le cadeau, elle mitraille d'hypothèses, et Joel encaisse en souriant. Pas la peine de te fatiguer, je dirai rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors pourquoi? Avance, au lieu de parler. Fais attention. T'inquiète. Au risque de me répéter, ça m'arrache un énorme sourire. Le contraste est vraiment saisissant, et ce début de scène fait vraiment son petit effet. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. C'est littéralement ce que j'espérais pour eux à la fin de la première partie, comme si le jeu avait saisi avec exactitude l'espoir de mon imagination naïve. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu vois le cerf là-bas? Tu le vois juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait... Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh bah... en fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage.
Je me suis vengée. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Oh, j'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit. Joël. Surprise. Je le crois pas. Oh, putain, c'est un dinosaure. Qu'est-ce que tu fais? Ellie, sois prudente. Je grimpe sur un dinosaure. Oui, et ben justement, évite de faire une chute mortelle. Regarde-moi. Je suis sur un putain de dinosaure. Wow, qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas. Ellie, descends. Et puis le décor s'ouvre. Le cadeau, c'est un musée abandonné, le Wyoming Museum of Science and History. Désolé pour l'accent. Dans un monde qui a naturellement fini par oublier la culture, il amène Ellie là où survivent encore les dinosaures, les étoiles, l'idée que l'humanité a été grande. Le chapitre précise que l'endroit est à 3 jours à cheval de Jackson. Ce n'est pas un détour de passage, c'est un pèlerinage qu'il a choisi. Sur l'escalier en colimaçon, Ellie lui demande s'il faisait souvent ça avant. T'allais souvent au musée? Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. Et là, je le ressens. Joël ne lui offre pas une sortie, il lui transmet un souvenir familial. Comme s'il essayait de relier Ellie à Sarah, de l'inclure dans la même histoire. C'est émotionnellement très impactant. En tout cas, moi ça me touche. Bon, au cas où vous l'auriez pas remarqué jusque-là, j'ai vraiment un petit cœur d'artichaut, et je m'en rends vraiment compte en jouant au jeu, hein, je suis pas débile. Ensuite, Ellie, elle fait du Ellie. Elle explore dans l'espace, elle touche tout, elle s'émerveille, elle essaie des casques. Et ils montent ensemble dans une capsule. Attention à la tête. Waouh. C'est dingue. Oh. Ok. Waouh. Waouh. Regarde un peu tous ces boutons. Trop la classe. Putain. Non mais t'imagines le truc? Joël sort alors une cassette, c'est ça le vrai cadeau. C'est littéralement l'une des cinématiques que je préfère dans le jeu, si ce n'est la cinématique que je préfère. Alors votre mission à vous, c'est de bien la regarder, et on fait attention à tous les détails. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain. Eh ben, tant mieux. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser la beauté de la scène? Je pense qu'aucun mot n'est plus éloquent que ce sourire. Et avant de partir, Joël lui donne un petit pins de fusée et lui dit bienvenue sur Terre. C'est con, c'est simple, mais c'est exactement Joël. Il ne sait pas faire de grands discours. Alors il fait un geste, un petit objet, une phrase courte, et ça devient une sorte de promesse. Comme s'il lui disait qu'elle avait sa place ici. Souvenez-vous, Ellie doutait de sa légitimité à vivre à cause de ce qui s'est passé avec sa meilleure amie. Mais le jeu n'oublie jamais la vérité. Dans une autre partie du musée, plus sombre, il y tombe sur des graffitis des Lucioles. Sur le cadavre d'un ancien, une note de suicide, et surtout ce symbole écrit comme une accusation. Ellie reste figée, et moi aussi. Joël, lui, devient nerveux et presse Ellie à partir de là. Bon, y a pas trop besoin de préciser, je comprends vite que s'il panique, c'est qu'il sait que ce mot-là peut exploser leur relation de l'intérieur. Et je vois ça comme une bombe à retardement. À chaque fois que le jeu nous offre un moment chaleureux, il n'oublie jamais de nous rappeler qu'il y aura toujours des conséquences. Le lendemain matin, le théâtre est toujours là, mais le calme n'a rien effacé pour autant. Dina est pliée en deux à vomir, et malgré ça, elle trouve encore la force de plaisanter. Hey. Tu me trouves toujours canon, là? Carrément. Mais plus important, Dina a réussi à réparer la radio, de laquelle elle capte un signal des plus intéressants. Tu penses à ce que je pense? C'est Tommy. Il y a ici une scène qui m'a marqué concernant le comportement d'Ellie, et qui m'a un petit peu fait penser à Joël. Tiens, mets ça. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. Puis Ellie s'arrache au théâtre comme on s'arrache à une chaise trop confortable, parce que l'obsession, elle, ne s'est pas restée assise. Je sais pas trop quoi penser à ce moment-là. En fait, les événements semblent un peu m'empêcher de raisonner, alors je me laisse simplement porter par l'aventure. Elle se faufile dans les jardins des maisons éventrées, l'ennemi évoque l'idée que ce type pourrait être lié à la fille de l'école. Bon, autant vous dire que dans cette zone, j'ai détesté les chiens du plus profond de mon être. Et alors que je m'attendais à être sauvé par tonton Tommy, le véritable intrus, lui, se révèle. Tu peux me dire ce que tu fous là? Je commence vraiment à beaucoup réfléchir à ce moment-là de l'histoire. Tommy paraît de plus en plus loin et ça m'inquiète pour de vrai. Et le fait que Jessie soit là, sur le moment, c'est presque nécessaire, ça me rassure un petit peu. Mais justement, dès que le jeu me laisse une seconde de calme, ça me donne le temps de prendre du recul et de réaliser à quel point tout est en train de déraper. Ce n'est pas une surprise jusqu'ici, ma petite protagoniste en herbe évolue dans un environnement désarmant de cruauté. On a d'abord mis Dina en danger, et maintenant Jessie. Plus j'imagine la suite, plus j'ai envie de poser la manette, sauf qu'une partie de moi ne peut pas se résigner. Mais je peux vous assurer que j'irai bel et bien jusqu'au bout de l'aventure, et ce quel qu'en soit le prix. Jessie, je le vois un peu comme la preuve que la vengeance ne reste jamais personnelle. Tu peux te raconter que tu vas régler ton truc et revenir, en vrai quand tu bouges tu crées des remous, et ces remous attrapent les gens qui t'aiment. Et je commence à comprendre que la loyauté dans un monde comme celui-là, c'est parfois juste une autre manière de mourir. Alors que je commençais petit à petit à perdre pied devant cette histoire que je ne contrôlais pas, le jeu m'attrape pour une douce étreinte comme s'il savait exactement ce qu'il fallait et que c'était le moment de m'apaiser un peu avant la suite. Ouais, ça va. Ok. Franchement, boudé pour si peu. C'est vrai quoi, j'oublierais mon propre anniversaire si elle était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... Bon d'accord, qu'est-ce qui va pas? Rien? Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. Hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. C'est vous qui avez fait tout ce raffut? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Je vois que... tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi? Il faut les changer? Ouais, on t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique pas loin.
Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Bon, c'est pas très subtil, mais disons que le geste est mignon et plein de bonnes intentions. Parce qu'il est clair que la tension est vraiment palpable entre Joel et Ellie. Ok. Allez, on se tire avant qu'il chante. Joel fait un peu son Joel. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les comics Savage Starlight que t'aimes bien? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu? Tu sais, en fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Starr, elle est plutôt... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font pour s'échapper. T'es trop marrant. Tu sais quel est le comble pour une horloge? C'est de devoir tuer le temps. C'est un peu comme si Joel voulait reconstruire un pont avec des planches minuscules, et c'est d'autant plus impactant parce qu'en dehors de ce souvenir, il n'est plus là, et la distance entre les deux laisse clairement une petite pointe d'amertume. Finalement, la balade perfie finit par les aspirer dans un endroit qui sent la mort, un hôtel à traverser parce que l'eau bloque la route, et ils se chamaillent gentiment. Tiens, salut. Salut. Impressionné? Non, t'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien. Merde. On a failli y rester. C'est vrai. Mais on l'a eu, l'enfoiré. Ouais, on l'a eu. Ça va? À part la vieillesse, tu veux dire? Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement qu'on se tire d'ici. Et c'est là qu'ils finissent par tomber sur les traces d'un couple qui a fui Jackson l'année d'avant. Dans la lettre, Ellie apprend qu'ils voulaient aider des gens. Ils sont tombés sur une horde et ils ont été mordus. Bon, c'est quand même vachement con et du coup ils ont choisi de mourir. Sauf que le dernier message est encore plus noir. L'homme avoue avoir tiré sur sa compagne, mais ne pas avoir eu le courage de se suicider. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir. Je suis qu'un lâche. Adam. Bon sang. Bon, et truc encore moins cool, sans transition, Ellie ramène Joel au sujet interdit. Ils étaient pas immunisés, Ouais, il faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles, tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi? Peut-être qu'il le cache. Comme toi. T'y crois vraiment? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Parce que je les ai laissés faire leur test. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par Ellie. trouver quelque chose.
Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. On y va. Et j'ai l'impression que tout nous ramène toujours à ce message. C'est vraiment la structure de tous les flashbacks, et en tant que joueur, je me sens juste impuissant et niveau émotion négative, j'ai l'impression que ça n'en finira jamais. Ça donne quelque chose? Ouais, plutôt. Abby, Puis Dina sort enfin une info utile. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'il récupérait du matériel. cet hôpital? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie... On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy le sait aussi. Quoi? Dina la fixe avec ce... Non, rien. Qui est moins un reproche qu'une peur, et Ellie fait ce qu'elle fait toujours à Seattle. Elle choisit le mouvement, et Dina l'aide à ouvrir la porte. Bon, en suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Faut suivre la route 5. Je retrouve Nora. Je l'oblige à me dire où trouver Abby. Facile. Ensuite arrive le moment où je me prends une claque, mais une claque un peu bête. Je suis là dans les hautes herbes et au lieu des cris habituels, j'entends des sifflements. Et d'un coup, une flèche traverse l'épaule d'Ellie. Et c'est là que petit à petit, à travers différents procédés, aussi bien la violence physique que morale, je commence à prendre conscience de l'absurdité que représente ma quête en termes de dangerosité. Je suis un peu long à la détente, je le sais bien, mais vous conviendrez bien qu'à l'origine c'est assez rare de s'inquiéter pour la vie d'un protagoniste dans un jeu. Sauf que là c'est un peu plus subtil que d'habitude, mais pour vraiment le comprendre il faut que je continue d'avancer, et de toute façon sur le moment je suis simplement incapable d'expliquer ce que je ressens. Juste après je tombe sur une scène qui donne la nausée, un soldat du WLF supplie, promet de parler, lâche qu'Isaac prépare quelque chose. La suite se passe de commentaires. Libre à présent. Ellie, elle, pourtant, reste cachée, immobile à regarder. Elle pourrait faire demi-tour, n'importe qui ferait demi-tour, mais non. Elle continue d'avancer pour finalement trouver un accès plus bas. Descend, nage dans les conduits et elle arrive dans l'environnement de l'hôpital. Puis elle voit un détail presque absurde. Une Wolf posée avec une console portable. Sur le moment, c'est un PNJ de plus sur ma route, alors je fais le nécessaire. Fais pas un bruit, c'est clair. Les mains en l'air. Doucement. Doucement. Tu la connais, Nora? Oui, je la connais. Où elle est? Elle est dans l'hôpital. Où ça, dans l'hôpital? Il vide les étages supérieurs. Elle doit être là-bas. Putain. T'aurais pas dû. Sauf qu'Ellie lâche immédiatement un regret. Tuer dans un jeu n'avait encore jamais été aussi déroutant pour moi, et c'est assez étrange comme sensation. Je pense qu'elle s'agrémente à la perfection avec tout ce que je ressens depuis le début, à savoir des émotions très négatives, et c'est contre-intuitif parce que jusqu'à présent, aucun jeu ne m'a fait ressentir ça, et pourtant rien ne semble pouvoir me faire décrocher de ma quête de vengeance. Alors je progresse dans l'hôpital en écoutant vraiment ce que se disent les soldats. Un Wolf dit qu'il a sa copine qui l'attend au FOB, un autre le chambre sur ses affectations, et un autre explique que dater un soldat rend les chiffres plus faciles. Ces conversations me rappellent que pendant qu'Ellie vit sa tragédie personnelle, les factions elles continuent leur guerre et le jeu ne m'attend pas bien sagement. Puis j'entends de la musique, alors je rentre dans un conduit de ventilation et surprends une discussion des plus intéressantes. Quand est-ce qu'Abby était ici? Je suis pas stupide. Tu vas nous dire où elle est partie. Quand Isaac nous posera des questions, je lui dirai ce qui s'est passé d'après moi. Fais-toi plaisir, j'ai encore du travail. Nora, je refuse de payer le prix fort à cause d'elle. T'inquiète.
matraque et tellement réaliste. Abby n'est pas une silhouette lointaine, elle circule, elle laisse des traces et me pousse à me questionner. Mais pour avoir la réponse à ma question, je devrais affronter de lourdes conséquences. Ce qui va suivre a été pour moi assez délicat à regarder, et pourtant je n'ai pas nécessairement un problème avec la violence. Le truc c'est que pendant cette scène, je ne reconnais plus l'adolescente joueuse qui m'avait accompagné pendant une bonne dizaine d'heures. Et ce sentiment est d'autant plus fort avec les flashbacks récents où je suis forcé d'incarner Ellie plus jeune, et les développeurs appuient définitivement là où ça fait mal, et je trouve ça terriblement efficace. Où est Abby? Tu respires d'espoir. C'est toi, la fille. T'es une luciole? Les lucioles n'existent plus maintenant. Où est Abby, hein? Je vais mourir de toute façon, pourquoi je te le dirais? Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir encore plus. Pense un peu à ce qu'il a fait. Combien de gens sont morts à cause de lui? Dernière chance. Je trahirai pas mon ami. J'ai l'impression de la voir se perdre dans un chemin dont on ne revient jamais. Le problème, c'est que j'en deviens même acteur. Je me retrouve une fois de plus forcé non plus seulement d'assister à quelque chose que je ne veux pas voir, mais d'y participer. Appuyer sur une touche n'a jamais été aussi lourd de sens. D'autant qu'il faut réitérer la commande à ce moment-là, et j'ai l'impression d'être testé sur mon humanité. Mais finalement, ça n'a aucune importance. Cette quête n'est pas portée par la logique ou la compréhension. Peu de missions le sont dans un monde aussi cruel que celui de The Last of Us. Cette quête, elle est portée par l'émotion, par un engourdissement furieux créé par la douleur de la perte. J'ai ce sentiment que, métaphoriquement, chaque coup m'éloigne de l'enfant que j'ai jadis protégé comme la prunelle de mes yeux. Naïvement, j'espérais encore qu'elle subsistait quelque part en elle, et cette scène n'est qu'un moyen de prendre conscience des véritables enjeux de cette quête. Quand Ellie rentre au théâtre, elle arrive comme quelqu'un qui a laissé une partie de son âme derrière elle. La narration insiste sur un détail qui fait mal, elle ne sait même plus si elle doit pleurer ou hurler. Lève les bras. Dina lui lave le corps, voit les bleus et les cicatrices. Ellie finit par avouer. Je l'ai fait parler. Hé. Ça va aller. Je veux pas te perdre. Tant mieux. Et là, comme si ce n'était pas déjà suffisant, la dernière lame du jour 2 arrive, le flashback de Sainte-Marie Hospital. De nuit, Ellie marche seule dans les couloirs abandonnés de l'ancien hôpital. Elle trouve un enregistreur, une voix de Luciole explique que la plupart sont partis, et que même s'il retrouvait une personne immunisée, ça ne changerait rien, parce que la seule personne capable de développer un vaccin est morte. Ellie rembobine la cassette, obsédée par ce qu'elle vient d'entendre. Allez, dis la vérité. Joël.
fabriqué ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. La trahison pour Ellie est sans appel. La voir fondre en larmes illustre à la perfection le mal-être qu'elle ressent de ne pas avoir sauvé l'humanité. Et on en revient encore à sa légitimité de vivre par rapport aux autres, qui la rongent de l'intérieur depuis un bon moment. Je redoutais cette scène, et j'ai eu raison de la redouter, à tel point que je ne trouve pas les mots pour en parler. En fait, je ne sais même pas sous quel angle l'aborder. J'étais étonnamment neutre, non pas que je ne ressentais pas la tristesse de la scène, simplement c'était cruellement prévisible. Finalement, je vois ça comme un mauvais moment à passer. C'était une discussion que je savais inévitable de toute façon. Je vais rentrer. Mais tu m'oublies. Après l'hôpital, tout devient urgent. Dina est fiévreuse, Jessie comprend et dit clairement qu'il faut la sortir de Seattle. Ellie, elle, résiste, parce qu'elle n'a pas fini. Parce qu'elle veut Tommy, parce qu'elle veut Abby. Et ce trio de raisons, c'est la recette parfaite du désastre. Jessie propose alors un compromis. Ils sortent pour Tommy, pas pour Abby. Mais sur la route, ils entendent parler d'un sniper à la marine. Jessie pense que c'est Tommy. Ellie aussi, mais elle choisit l'aquarium. J'ai entendu, il parlait de Tommy. On n'en sait rien. Qui ça peut être d'autre? Même si c'était lui, on pourra jamais le rejoindre à temps. Son but, c'est de retrouver Abby, alors on Et n'a si qu'à jamais il est suivre. dans la merde? Il sait se débrouiller tout seul. J'y crois pas. La meilleure façon d'aider Tommy, c'est de trouver Abby. Je viendrai pas te sauver encore une fois. J'espère que tu vas t'en tirer. Est-ce qu'à ce moment précis, vous auriez aimé avoir le choix entre les deux directions? Parce que moi, oui. Si t'enlèves la vengeance, le choix rationnel c'est Jessie, sauver Tommy, protéger Dina et quitter la ville. Mais la vengeance, justement, ne se vit pas comme un choix rationnel, elle se vit comme un aimant. Tu sais que ça te détruit, mais tu as l'impression que si tu lâches, tu trahis la mémoire de celui que tu as perdu. Et à ce moment précis, on est tous tellement investis que je suis très curieux de connaître le nombre de joueurs qui auraient fait le choix de continuer la traque malgré tout. Le trajet vers l'aquarium est un cauchemar. J'ai l'impression que tout me résiste entre les vagues qui me jettent hors du bateau, chaque porte verrouillée dans l'aquarium, le chien d'attaque, il faut tout affronter pour ressentir la désespérance de l'obsession d'Ellie. Et puis enfin, cette obsession ne nous mène pas à Abby, mais à Owen et Mel. Ellie devient précisément la chose vers laquelle son obsession l'a conduite, une louve qui tue des moutons. D'abord indifférente au prix humain, n'agissant que pour son intérêt immédiat, résultat, à travers toute la destruction qu'elle sème, elle commence aussi à se détruire elle-même. Et qu'est-ce qu'elle pourrait encore perdre? Jessie, Tommy, Dina? Est-ce que ça compte au fond qu'elle se venge réellement de Joel? Ou est-ce qu'elle ne fait pas que nourrir les besoins destructeurs de son obsession? C'est ce genre de questions que je me pose instinctivement devant le malaise que je ressens à cet instant précis, en voyant Ellie commencer à doucement prendre conscience de ce qu'elle vient de faire. Il méritait ce qui leur est arrivé. Mais elle est encore en vie. Mais l'obsession ne se satisfait pas d'un bilan. Ainsi, la nuit s'ouvre et le théâtre devient littéralement la scène d'un cauchemar vivant. Main en l'air. Recule tout doucement. Recule, putain de merde! Tu fais une belle connerie. Ne te retourne pas. Garde-le bien en joue. Mets-toi à terre. Tu vas me tuer comme une lâche. Merde! Putain d'enfoiré. Jessie!
Lève-toi. Les mains en l'air ou je bute l'autre. L'exercice de mettre des mots sur certaines émotions est assez difficile, surtout avec cette scène. Déjà, la mort de Jesse, c'est tellement brutal que sur le moment, je sais même pas comment réagir. Le choc est instantané, je reste littéralement bouche bée devant l'écran comme si mon cerveau refusait de traiter l'information. Je me fais constamment surprendre, mais là, ça devient vraiment douloureux. C'est très particulier. Le truc, c'est que ça va tellement vite que je suis happé par la scène et surtout par sa brutalité. Je repense à ce que je viens tout juste de faire et je me dis que je vais tout perdre. Et ça manque pas, Tommy se prend une balle. Et là, j'ai plus aucun espoir, je suis juste vide. Stop! Elle a rien à voir avec tout ça. Elle est enceinte. Et quand Ellie dit que Dina est enceinte, à la fois je me dis que peut-être ça va marcher, mais en même temps elle vient tout juste de massacrer son amie qui était enceinte, donc ça revient à lui donner une raison de plus de le faire. S'il y avait un mot que je devais choisir pour décrire tout ce que je ressens, je dirais que c'est viscéral. Et c'est finalement Lev qui dit à Abby d'arrêter. C'est juste une putain de bouffée d'oxygène, et franchement, quand elle décide de partir et de m'épargner, je me dis sincèrement que c'est bon. Stop, j'ai failli tout perdre, c'est bon, on arrête, je veux plus revivre ça. Je veux plus jamais te revoir. C'est le premier non clair à la spirale, un refus de continuer. Et ce refus, il ne vient pas d'un discours, il vient d'une présence comme si l'innocence, même imparfaite, pouvait encore faire barrage à la vengeance. Je sais que vous redoutiez cet instant, et moi aussi d'une certaine façon. C'est pourquoi je vais traiter les choses un peu différemment, en ce qui concerne le personnage d'Abby. Jesse est un personnage que j'apprécie et un ami cher d'Ellie, et il vient de mourir en une fraction de seconde de la manière la plus brutale qui soit. Aucune mise en garde, aucun dernier mot, juste la résonance d'un coup de feu lourd de conséquences. Il s'écroule naturellement sur le coup, et je déteste Abby pour ça. C'est simple, je n'avais jamais vu un jeu tuer un personnage d'une façon aussi inattendue, aussi expéditive, et cette scène m'a laissé un peu sur le cul. Et là où mon aventure sur The Last of Us partie 2 est brillante, c'est que malgré cette haine viscérale que je ressens à l'encontre d'Abby, le jeu va réussir à me faire comprendre le personnage d'une façon intéressante. Et dans une certaine mesure, attention, je n'irai pas jusqu'à l'apprécier. Laissez-moi m'expliquer. Après la confrontation du théâtre, l'histoire nous force à incarner Abby pendant de longues, trop longues heures, ce qui au départ me rebutait autant que vous. Mais au bout du chemin, une scène en particulier va renverser ma perspective. Souvenez-vous, la nuit est tombée sur l'aquarium abandonné, Abby retourne en catastrophe, le cœur battant, espérant retrouver sain et sauf Owen et Mel, ses proches. L'obscurité règne tandis qu'elle avance prudemment entre les bassins vides et les couloirs silencieux. Puis l'horreur dans la pénombre, elle distingue une forme inerte au sol. C'est Alice, son chien étendu sans vie. Abby accélère, paniquée, appelle ses amis d'une voix tremblante, aucune réponse. Son souffle se coupe lorsqu'elle découvre Owen gisant sur le sol humide, une mare de sang sous son corps. Juste à côté, Mel est effondrée. Abby s'approche en titubant et s'aperçoit que Mel ne bouge plus et porte un ventre rond ensanglanté. Le bébé que Mel attendait n'a pas été épargné par la tuerie. La scène est glaçante en l'espace d'une nuit. Abby vient de tout perdre. Alors elle s'effondre auprès de ses amis, pas un mot ne sort, seulement un cri de détresse étouffé par les larmes. Puis au milieu du désespoir, son visage se durcit en voyant une carte chiffonnée, abandonnée près des corps. Comprenant où se cache la responsable de ce carnage, Abby ravale ses larmes, laisse éclater sa colère et part, en jurant de la retrouver pour en finir. En tant que joueur, assister à cette tragédie du point de vue d'Abby m'a fait l'effet d'une douche froide. Pour la première fois, je voyais l'envers du décor, et ça m'a forcé à reconsidérer la mort de Jesse. Et sur le moment, c'était difficile de m'en rendre compte, j'étais juste aveuglé une fois de plus par la haine. Mais j'ai compris qu'il est mort parce qu'Abby, en retrouvant l'homme qu'elle aimait massacrer et son ami éventré, a agi sous le coup de l'instinct primal. Elle a bel et bien tiré par réflexe, comme elle l'aurait fait face à n'importe quelle menace dans cet état de rage et de douleur. Pour autant, comprendre cela ne change rien à mon chagrin ni à la colère initiale que j'ai ressentie en voyant Jesse s'écrouler. Je n'excuse pas Abby pour autant, mon opinion sur elle reste noire. Pourtant, je me surprends à la comprendre. Après tout, j'ai ressenti sa peine, son chagrin et sa rage l'espace d'un instant, et cette compréhension de l'autre m'a permis d'accepter la brutalité d'une mort pourtant tragique. Ma perception d'Abby dans cet univers évolue malgré moi. C'est dérangeant car je ne voulais pas empathiser avec mon ennemi, et en même temps, c'est rafraîchissant d'obtenir enfin une explication à ce moment qui m'avait tant bouleversé. Intellectuellement, l'expérience devient de plus en plus riche, le jeu m'a obligé à vivre la scène sous un autre angle, à reconnaître qu'aucun personnage ne se considère lui-même comme le méchant de son histoire. Tout dépend simplement du camp dans lequel on se trouve, et surtout, celui qu'on choisit en tant que joueur. Cette leçon de perspective, le jeu me l'a fait vivre une nouvelle fois un peu plus tard avec la confrontation contre le sniper. Aux abords du port de Seattle, alors que j'incarne toujours Abby, je me retrouve sous le feu d'un sniper embusqué. Sur le moment, je pense qu'à une chose, le dégommer. Pour moi, c'est juste un ennemi de plus, un foutu connard planqué qui nous canarde sans relâche.
Manny, l'ami qui m'accompagne, peste contre ce salaud, et on progresse de couverture en couverture pour l'atteindre. Et soudain, quand je m'y attends le moins... Et ouais, ça me rappelle clairement ce qui s'est passé avec Jesse, et en une seconde, mon allié s'écroule mort sur le coup, exécuté froidement sans avoir eu le temps de comprendre. Je reste sidéré et une haine féroce s'empare de moi contre le sniper inconnu qui vient d'abattre Manny sous mes yeux. La rage au ventre, je redouble de prudence et de colère pour avancer. Chaque recoin, chaque caisse derrière laquelle je me cache, je fulmine contre lui. Et là, mon cœur rate un battement. Ce n'est pas un inconnu, c'est Tommy. Et en une fraction de seconde, toute ma colère retombe et laisse place à l'incrédulité. J'étais prêt à tuer ce sniper sans aucune pitié, mais maintenant que je reconnais Tommy, tout bascule. Ce n'est plus un connard de plus, c'est un personnage que j'aime profondément, un membre de la famille de cœur dans cette histoire. Et non, je n'avais même pas fait le rapprochement. Pourtant, c'était évident que c'était Tommy. On a eu plein d'indices tout au long du jeu. Et comme quoi, la haine nous fait oublier l'essentiel. Le jeu a une fois de plus réussi un tour de force à cet instant précis. Il m'a fait détester l'espace de quelques minutes un personnage que j'adore, simplement parce que je me trouvais dans le camp opposé au sien. La réalisation est brutale et géniale à la fois. Ma subjectivité de joueur a été manipulée par la situation. Du point de vue d'Abby, Tommy était le méchant de l'histoire à cet instant précis. Et pourtant, il n'y a pas de grand méchant caricatural. Il n'y a que des personnages, avec leur motivation. Le jeu ne me fait pas retourner ma veste du tout au tout, je n'aime pas Abby soudainement ni ne déteste Tommy, mais il me force à admettre qu'en changeant de perspective on peut momentanément voir n'importe qui comme un ennemi ou un allié, et ça mine de rien c'est assez brillant. Objectivement parlant, il y a plein d'autres scènes assez impactantes sur le personnage, mais finalement j'ai l'impression de vivre une copie de l'aventure de Joel et Ellie dans le premier jeu, d'une façon beaucoup moins impactante. Je comprends le parallèle et le message derrière, mais ça ne m'atteint qu'en façade. Au final, est-ce que tout cela me fait aimer Abby? Non, clairement pas. La comprendre ne change rien à l'opinion négative que j'ai d'elle à la base. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait à Joel ni à Jesse, mais c'est là tout le génie du jeu. Mon regard sur l'histoire s'est enrichi, après avoir vécu les événements des deux côtés du conflit, et ça m'a fait réaliser qu'aucun camp n'a entièrement raison ou tort. Chaque personnage pense agir pour le bien des siens, et The Last of Us Partie 2 nous le fait ressentir d'une manière viscérale. C'est inconfortable et déroutant de voir l'ennemi sous un jour plus humain. Et en même temps, c'est rafraîchissant de jouer à un jeu qui ose brouiller ainsi la frontière entre le bien et le mal. Cette construction du récit est intéressante car elle nous pousse, nous joueurs, à réfléchir à notre propre empathie. Ce deuxième acte avec Abby n'a pas été plaisant à vivre pour moi. J'ai eu du mal, j'ai râlé, et je me suis pas vraiment amusé. Pourtant, je dois bien admettre qu'il m'a marqué et fait réfléchir. Intellectuellement, c'est au moins intéressant. On sort de là avec une nouvelle vision de l'histoire sur les deux phases de la vengeance. Mais si je devais résumer mon expérience en jouant à Abby, c'est que j'étais un peu perdu. En dehors même de l'intrigue avec Ellie, j'ai juste eu l'impression de faire une suite de quêtes secondaires sans grand intérêt. D'ailleurs, je n'ai même pas pensé à mentionner qu'elle voulait tuer Joel parce que ce dernier a tué son père, le chirurgien qui devait opérer Ellie, simplement parce que l'information n'avait sur le moment rien changé à ce que je ressentais. C'est amusant parce que même aujourd'hui, avec toutes les cartes en main, la compréhension de la situation ne change toujours pas ma façon de voir les choses. J'ai l'impression de ne pas réussir à être objectif sur cette histoire. Bon, après 20 heures brutales de gameplay à Seattle, je mérite bien une pause. Et cette pause m'amène à la ferme, où Ellie et Dina élèvent l'enfant de Jesse. Je me sens comme à la maison parce que maintenant j'ai l'habitude avec Naughty Dog qui utilise les maisons des personnages comme outil narratif. Rappelez-vous, c'est notre première introduction à Joel dans The Last of Us Partie 1 et notre adieu à lui dans la partie 2. Et la maison d'Ellie et Dina ressemble elle aussi à un adieu. Comme la maison à la fin d'Uncharted 4 l'été pour les personnages et les aventures vécues pendant 4 jeux. Le plan commence et la caméra s'attarde sur la montre de Joel dans les mains d'Ellie, ce même cadran brisé qu'il portait le jour où tout a basculé. Cette montre cadeau de sa fille Sarah est un symbole omniprésent de leur lien. Elle représente le temps figé sur le drame qui a bouleversé leur vie. Ellie lance un vieux disque et entame une danse improvisée avec Dina. JJ blottit contre elle. La scène est belle, presque trop parfaite. Pourtant, je ressens un léger détachement émotionnel. Malgré les rires et la musique, une part de moi reste en retrait, comme si je pressentais que ce bonheur était fragile. C'est comme si Ellie était là, sans y être tout à fait. Un sourire aux lèvres, mais l'esprit ailleurs, presque dissocié. Cette joie, elle a un goût d'irréel, et je ne parviens pas à m'y abandonner pleinement. Ok, arrête de me distraire, les madame. Allez, c'est bon, va-t'en. Ok. Oh, hey, je crois que j'ai laissé Oki dehors. Tu veux bien aller le chercher? Ouais, bien sûr. Je la vois porter le petit JJ dans ses bras et s'installer avec lui sur le vieux tracteur pour admirer un somptueux coucher de soleil. Elle sourit d'un air sincère en lui promettant qu'un jour elle lui apprendra à jouer de la guitare, une promesse attendrissante qui fait écho à la relation qu'elle avait avec Joel. Quand tes mains seront plus grandes et que t'arrêteras de faire caca dans tes couches, ça fait rien. Tout le monde passe par là. J'aurai un tas d'histoires à te raconter quand tu seras plus grand. Beaucoup plus grand. Je sais même pas par où commencer.
Allez, petit gars. On va aller voir maman. Alors qu'elle rentre le troupeau, elle fait une blague un peu grotesque. C'est tout à fait le genre d'humour un peu lourd que Joël appréciait. Et cet écho involontaire, pour moi, renforce le lien invisible qui subsiste entre eux. J'ai une devinette. Quel est l'animal le plus ramollo dans une ferme? Le mouton. Tu verras, quand tu seras plus grand, tu seras complètement fan de mes blagues. Tu sais quel est le comble pour une horloge? C'est de devoir tuer le temps. Et pourtant, la parenthèse enchantée ne dure qu'un temps. Tout semble tranquille jusqu'à ce qu'un agneau récalcitrant se faufile derrière des outils et renverse bruyamment une pelle en métal. Allez, sois gentil. T'as pas faim? En une fraction de seconde, son regard se vide. Elle est de nouveau là-bas. La chute de la pelle a déclenché chez elle une vision traumatique. Un souvenir intrusif de la mort de Joël lié à son état de stress post-traumatique. La paix vient de voler en éclats, révélant la profondeur des blessures qu'Ellie porte en elle. Et derrière le coucher de soleil et les sourires de façade, elle reste brisée, hantée par le spectre de Joël et par toutes les horreurs vécues à Seattle. Je réalise alors que ce bonheur rural n'est qu'une illusion fugace, un rêve fragile dans lequel ni Ellie, ni moi ne pouvions réellement nous réfugier. Au fond de moi, je comprends que l'histoire ne peut pas s'arrêter ici. Pas comme ça. Sacré poigne, mon bonhomme. Salut, Tommy. Ah, te voilà. Attends, je vais le prendre. Viens là, mon grand. Voilà. Je t'aide. Non, ça va, merci. Salut. Salut. Contente de te voir. Moi aussi. Tommy révèle qu'il a traqué la piste d'Abby jusqu'en Californie, à Santa Barbara. En entendant ce nom, je vois le visage d'Ellie se figer, sa mâchoire se crisper. C'est forcément elle. Dina intervient aussitôt de façon catégorique. Toute la posture d'Ellie trahit la bataille intérieure qui se livre en elle. Malgré ses mots de renoncement, son corps semble crier le contraire. Je sens toute la détresse qu'il projette sur elle. Lui-même diminué par ses blessures ne peut plus assouvir cette vengeance, et voir Ellie renoncer lui est tout simplement insupportable. Je peux pas y aller. Je sais. D'accord. Je te comprends. C'est plus facile d'oublier. Maintenant que t'es bien installé ici, elle va le payer cher. Tommy. C'est ce que t'as dit quand on est rentré à Jackson. Tommy. Hésitante, elle finit par la prendre et s'assied dans le silence, elle gratte doucement quelques accords mélancoliques. Les notes qu'elle joue résonnent faiblement, comme une conversation intime avec le fantôme de Joël. En la voyant jouer ainsi, je ressens toute la détresse silencieuse qu'elle porte. C'est comme si, à travers la musique, elle cherchait des réponses ou du réconfort auprès de lui, essayant de retrouver un fragment de sagesse ou simplement la présence rassurante de son père de cœur. Mes pensées vagabondent en même temps que les siennes. Je repense à leur dernier échange lors de la fête, à la façon dont Ellie avait repoussé Joël alors qu'il tentait de la protéger. Le poids de ce souvenir se lit sur son visage. Joël ne peut pas être mort pour rien, il est temps pour un dernier acte de destruction, quitte à tout perdre. Ellie n'est tout simplement pas capable de se résigner et décide d'abandonner sa famille. C'est douloureusement triste, mais profondément nécessaire. Je refuse de revivre ça. À toi de voir.
Dans l'introduction de la vidéo, j'avais promis un petit peu d'analyse. Alors pour la fin, voyons les choses un peu différemment. Je veux parler de la fin du jeu dans sa globalité, et pas simplement la raconter. Donc je vous invite à plonger un cran de plus dans ma tête pour comprendre ce que moi, j'ai compris de la fin, et surtout qu'est-ce que cette aventure m'a apporté. Au moment fatidique, Ellie n'est pas allée jusqu'à tuer Abby, et ce grâce à son sursaut d'humanité, provoqué par le souvenir de Joël. Elle affirmait à Joël qu'elle ne pourrait sans doute pas lui pardonner, à propos de son mensonge sur les Lucioles, mais qu'elle aimerait essayer, et j'aime vraiment beaucoup la tournure de cette phrase. C'est une promesse de renouer le lien brisé entre eux, un début de pardon, et selon moi, Ellie ne pardonne pas à Abby. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense qu'elle pardonne à Joël, tout en se pardonnant à elle-même. D'une certaine façon, ce n'est pas Abby en tant que personne qu'Ellie affronte dans l'eau, c'est la part sombre d'elle-même, son vide intérieur, sa culpabilité, sa haine, et son incapacité à tourner la page. Et tout ça, c'est le fil conducteur de la quête, et cette même quête est matérialisée par une personne, qui n'est autre qu'Abby. D'où la nécessité de l'affrontement final, pour commencer à guérir. Et cela signifie qu'elle renonce à se punir pour la mort de Joël, car au fond son expédition punitive était aussi une façon de s'infliger de la souffrance, pour expier sa faute de n'avoir rien pu faire ce jour-là. D'ailleurs, épargner Abby devient soudain la seule façon d'honorer sa mémoire d'une manière positive, en brisant le cercle de la violence plutôt qu'en y contribuant davantage. Joël lui-même a déclenché ce cycle en tuant le père d'Abby des années plus tôt, et Abby en le tuant a perpétré ses conséquences. Tuer Abby aurait pu mener Lev à rechercher sa propre vengeance plus tard, prolongeant indéfiniment la spirale sanglante. Ellie refuse de condamner un autre enfant à ce destin, tout comme elle refuse de devenir le monstre qu'elle a combattu tout ce temps. Ce n'est que mon avis, mais si Ellie était allée jusqu'au meurtre, le message du jeu aurait été complètement vain. Après nous avoir fait vivre 2 trajectoires de vengeance en miroir, conclure par un échec moral total aurait réduit à néant toute la construction non manichéenne de l'œuvre, et de mon côté, je suis heureux qu'elle ne l'ait pas fait. Je me suis réellement senti soulagé. Et quand je repense à mes émotions lors de la mort de Joël, c'est quand même un sacré progrès, comme quoi l'aventure apporte réellement quelque chose sur la durée, et l'évolution de mes sentiments sur l'œuvre en est la preuve. Bien sûr, il ne s'agit que de mon expérience et de mon vécu, mais il y a une pensée qui m'a trotté dans la tête malgré tout. Joël, lui, n'aurait jamais épargné Abby d'avoir tué Ellie. Faites ce que vous voulez de l'information. Et il y a une autre info que je vais vous partager. Paradoxalement, Ellie a sauvé Abby, car si Ellie était restée à la ferme et n'avait pas poursuivi Abby, cette dernière serait morte sur la croix. C'est l'ironie du destin, animée par la vengeance. Ellie a en fait sauvé la vie de son ennemi en la délivrant de ses geôliers, lui permettant de fuir vers une possible communauté de survivants. D'ailleurs, le menu du jeu après la fin montre le bateau d'Abby, arrivant près de Catalina Island, laissant entendre qu'elle a retrouvé les Lucioles. Bon, et après le cauchemar de Santa Barbara, Ellie revient tant bien que mal à la ferme où elle s'était un temps réfugiée avec Dina. La scène qui l'attend est d'une tristesse infinie, la ferme est silencieuse, figée dans un abandon austère. Ellie s'assied près de la fenêtre, prend la guitare et tente de jouer ses accords tant aimés. Les premières notes résonnent fragiles, sa main gauche mutilée ne parvient plus à former les accords correctement. 2 de ses doigts manquent désormais à l'appel, l'annulaire et l'auriculaire, souvenir macabre de son duel sur la plage. Sa mélodie s'enraye. Après plusieurs tentatives douloureuses, Ellie s'interrompt. Elle contemple sa main abîmée, stupéfaite de constater concrètement ce que sa vendetta lui a coûté. Non seulement sa famille, mais même la capacité de jouer la musique de Joël.
Tu bois quoi? Du café. T'en as trouvé où? Les gens qui sont passés la semaine dernière. Oh. J'ai un peu honte de ce que j'ai dû donner en échange, mais... c'est pas mauvais. Je maîtrisais avec Seth. Ouais, je sais. Et il faut que t'arrêtes de saouler Jessie avec mes patrouilles. Ok. Dina, vous êtes ensemble ou... Non, c'était juste un baiser. Ça veut rien dire, elle voulait juste... Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle te plaît. Je suis trop bête. Écoute, je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer. J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. N'empêche, je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ça serait bien. Plus tard. Ouais. Ellie se lève alors, toujours silencieuse, et fait quelque chose lourd de sens. Elle dépose délicatement la guitare près de la fenêtre ouverte et la laisse derrière. Cet acte marque la fin de son deuil. Après tout, la guitare était le symbole ultime de son attachement à Joel. Dans cette ultime image, la guitare gît, abandonnée dans la pièce vide, tandis qu'au loin, on voit Ellie s'éloigner. Il reste cependant un dernier espoir, discret mais très important. Au milieu de ce tableau amer, au moment où Ellie sort de la maison, la caméra fait un bref plan sur son poignet. On y voit clairement le bracelet en perles que Dina lui avait offert, celui qu'Ellie portait tout au long de leur vie à la ferme. Fait notable, Ellie avait retiré ce bracelet avant de partir pour Santa Barbara. Symboliquement, elle avait coupé ce lien avec Dina, comme pour s'affranchir de tout attachement afin de mener à bien sa mission de vengeance. Or, dans cette scène finale, elle le porte à nouveau, du début de l'épilogue jusqu'à son départ.
De plus en plus souvent, non seulement les joueurs mais les publics de toute forme d'art veulent cette sensation à la fin. Les crédits apparaissent et on se dit waouh, c'était un grand jeu, ou alors on s'attend à ce que la fin nous bouleverse, nous fasse pleurer et qu'on puisse laisser la beauté de l'expérience nous submerger. The Last of Us Partie 2 est à la fois un grand jeu et une expérience magnifique, mais voir la fin se dérouler jusqu'au crédit ne m'a pas procuré ce sentiment. Au contraire, la fin semble étrangement engourdie. Il est impossible pour moi de ne pas ressentir le poids écrasant de l'ensemble, un jeu où le protagoniste passe d'une vie pleine à la perte de presque tout. La perte est traitée avec un réalisme tel qu'il devient difficile de trouver l'émotion juste pour réagir à la fin. D'ailleurs, le morceau qui joue sur les crédits porte un nom parfaitement adapté. S'il y avait une émotion descriptible pour cette fin, ce serait probablement celle-là. En repensant à toute mon expérience, à chaque étape dont j'ai parlé de Joel à Ellie à Abby, il était difficile de ne pas succomber au vide que laisse la fin. Pourquoi Neil Druckmann, Eli Gross et Naughty Dog ont-ils voulu raconter cette histoire de cette manière? C'était la question qui me hantait dans ce sentiment de vide, et sous ce vide, quelque chose résonnait en moi, très personnellement. Il fallait que je comprenne pourquoi. Dans le crépuscule de la partie 1 et pendant une grande partie de la partie 2, l'acte de Joel semble monstrueusement irresponsable. Il a condamné l'avenir de l'humanité, tué des dizaines de personnes et ôté la vie du seul homme capable d'élaborer un remède. Ce qui mènera directement à sa propre mort 4 ans plus tard. Et pourtant, dans le dernier flashback de la partie 2, Joel dit fièrement à Ellie qu'il le referait. Comment quelqu'un peut-il défendre avec autant de force des actes aussi mauvais, sans montrer le moindre remords pour les vies condamnées? Parce que, même avec un remède, est-ce que les choses s'amélioreraient vraiment? C'est un monde impitoyable, rempli d'une réserve infinie de personnes sans cœur, prêtes à écraser quiconque menace leur ego et leur sentiment de sécurité. Le visage de l'humanité est parfois plus laid que celui des infectés.